Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir sur la séquence internationale qui va s'ouvrir dès demain. OTAN, G7, Poutine, c'est un véritable marathon diplomatique pour Emmanuel Macron. Le président français va notamment rencontrer les chefs d'État américains et russes. L'occasion d'évoquer bien sûr la lutte contre le terrorisme et plus largement la politique de la France à l'étranger. Alors quelle est-elle? Le débat avec de nombreux invités en notre compagnie. Sur la scène intérieure, est-ce une affaire de favoritisme? Un ministre, pilier de la Macronie, épinglé par le canard enchaîné. Rien d'illégal, affirme Richard Ferrand qui regrette. Le dossier provoque en tous les cas de nombreux remous. Sur ce sujet et au-delà, autour de la bataille des législatives, le match des idées opposera Claude Posternak, fondateur de l'important.fr, à Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Enfin, l'entretien, mon invité a exercé la pédiatrie pendant plus de 40 ans. Il est l'auteur de nombreux livres qui ont eu un retentissement majeur dans les écoles et sur le plan de l'éducation. Aldo Naouri publie Entendre l'enfant aux éditions Odile Jacob. Le grand entretien, c'est tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre. Vos réactions aux questions avec le hashtag OVPL. Et avant notre premier débat, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Il est signé Aurélien Romano. Drapeaux en berne au Palais d'Élysée, tout comme sur de nombreux bâtiments officiels en France aujourd'hui, en solidarité avec les victimes de l'attentat de Manchester. Du côté de l'enquête, les investigations se poursuivent dans l'entourage de Salman Abedi, le kamikaze qui a tué 22 personnes au Manchester Arena lundi soir. L'homme était connu des services de sécurité britanniques et la police a arrêté 3 personnes en lien avec le terroriste. En France, l'état d'urgence qui a été prorogé notamment pour préserver notre démocratie en assurant le bon déroulement des élections présidentielles et législatives est en vigueur jusqu'au 15 juillet. Le président de la République nous a demandé ce matin de préparer une prorogation de cet état d'urgence. Cette prorogation sera limitée au temps nécessaire à l'examen d'un projet de loi qui inscrira dans le droit commun les dernières mesures de renforcement de l'arsenal existant, notamment pour assurer de manière durable, par des mesures administratives appropriées, la sécurisation des grands événements culturels, récréatifs ou sportifs. chômage. Les derniers chiffres mensuels du chômage du quinquennat Hollande marquent une baisse du nombre de demandeurs d'emploi. 36 000 inscrits en moins à Pôle emploi en avril, mais un chiffre qui n'efface pas la hausse du mois de mars. Et sur 5 ans de présidence de François Hollande, le nombre de chômeurs de catégorie A a augmenté de 500 000 personnes. La nouvelle ministre du Travail n'a pas souhaité commenter ces chiffres. Économie. Après Emmanuel Macron hier, c'est au tour du Premier ministre Édouard Philippe de recevoir les organisations syndicales et patronales en vue de réformer le Code du travail. Pour Pierre Gattaz, le président du MEDEF, la question du plafonnement des indemnités prud'homales reste une ligne à ne pas franchir. C'est la roulette russe, les prud'hommes. Donc en effet, il faut arriver à stabiliser, à donner une visibilité. Et en parallèle de ça, je pense qu'en effet, tout le travail sur la formation, l'accompagnement en permanence, la formation tout le long de la vie est très important. Entreprise. L'activité va reprendre sur le site de GM&S, l'équipementier automobile en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Poitiers a accordé un délai supplémentaire en vue de la reprise de l'entreprise. Les salariés ont décidé de déminer temporairement le site de leur usine qu'ils avaient piégé avec des bonbonnes de gaz. Plusieurs repreneurs se sont manifestés pour reprendre cette entreprise qui emploie près de 300 personnes à la souterraine dans la Creuse. Jean-Luc Mélenchon. C'est Jean-Luc Mélenchon lui-même qui a annoncé sa convocation chez un juge pour un procès en diffamation. Le plaignant, la Société Générale. Le leader de la France insoumise avait qualifié les dirigeants de la banque de menteurs dans l'affaire des Panama Papers il y a un an. Aujourd'hui, cette convocation lui offre une nouvelle tribune politique dans sa dénonciation de la finance juste avant les élections législatives. Et
Et dans l'actualité des prochains jours, OTAN, G7, Poutine, c'est un véritable marathon diplomatique qui s'engage en cette fin de semaine pour Emmanuel Macron. Le président français va rencontrer dans les prochains jours les chefs d'État les plus puissants du monde. Il va évidemment parler de la lutte contre le terrorisme, l'occasion aussi de faire connaissance et d'affirmer ses ambitions sur la scène internationale. On va en parler ce soir avec nos invités. Régis Le Sommier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, directeur adjoint de Paris Match, auteur de 2 ouvrages remarqués, notamment sur Daesh et les organisations terroristes. Nous accompagne également Marie-Cécile Nave, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, chercheur associé à l'IRIS, auteur de nombreux ouvrages sur les États-Unis, dont le dernier en date qui s'intitule « Trump, l'onde de choc ». Populiste, que l'on voit ici à l'écran. Jean-Éric Brana, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes spécialiste également des États-Unis, maître de conférences à l'université Assas Paris 2, auteur de nombreux ouvrages également sur la politique américaine. Et votre dernier livre s'intitule American Touch. Alors on va évoquer dans quelques instants cette séquence internationale, mais d'abord, Régis Le Sommier, je voudrais vous faire réagir à la décision du jour sur la prolongation de l'état d'urgence qui sera soumise au Parlement. Logique, indispensable de le proroger selon vous ? Je pense ça va dans la droite ligne de ce qui s'est passé à Manchester, où tout à coup, finalement, on avait la séquence terrorisme, on l'avait un peu laissée aux Champs-Élysées, puisque c'est un phénomène qui nous affecte globalement en Europe. Toutes les capitales ou presque ont été touchées de près ou de loin par un type d'attentat lié de près ou de loin également à l'État islamique. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu la séquence électorale. Et puis on avait un peu mis ça sous le tapis. Et là, ça a été, comment on dirait en américain, un wake-up call d'une certaine façon, et de se dire, oui, comment nous, on fait face à la menace. On a un nouveau président qui, on sait, a envie de mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire de vraiment prendre les choses à bras-le-corps et de lutter contre cette menace. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Il propose un certain nombre de réformes, notamment au niveau des services de renseignement et autres. Je pense que l'une des façons de le faire, c'est de dire on va proroger cet état d'urgence. Maintenant, dans les faits, la France a déjà des troupes présentes dans nos villes, dans les endroits clés, etc. Il y a une mobilisation générale depuis, je le rappelle, le 7 janvier 2015, quand même depuis les attentats de Charlie Hebdo. Donc l'armée est là. L'Angleterre va faire la même chose. Theresa May a émis déjà des mesures pour faire patrouiller des militaires présents dans les rues. Et ça, c'est vraiment inédit en Grande-Bretagne. L'autre aspect qu'il faut voir, c'est est-ce que ça correspond à une menace plus globale que simplement l'Angleterre comme cible ? Est-ce que ce qu'on revoit, nous, quand on observe l'État islamique, qui, il faut le rappeler, est dans une phase très critique dans ces bastions que sont Raqqa ou Mossoul. Je rappelle pour les téléspectateurs qu'à Mossoul, aujourd'hui, l'État islamique ne contrôle plus qu'environ une bande de 2 km sur 1 km au centre-ville. Néanmoins, ils sont toujours capables de produire des vidéos. Et ils en ont produit une le 17 mai, où on voit leurs combattants quasiment en train de combattre avec leurs fusils, etc., qui exhortent leurs frères en Occident à frapper l'Occident, dans des foules. C'est carrément ces appels dans la dernière vidéo, dans la dernière production de l'État islamique qui est faite vraiment au milieu des combats. Eh bien, l'État islamique réitère sa volonté de frapper l'Occident. Donc plus il est affaibli là-bas, plus il est tenté de rejaillir spectaculairement, parce que l'État islamique, c'était pas simplement une organisation, c'est pas simplement un État, c'est pas simplement une armée, c'est aussi un message. C'est un message à destination des sympathisants, et le message, il faut qu'il y ait des victoires. Manchester, c'est une victoire. C'est une victoire qui, on s'en rend pas compte, mais les métastases de l'État islamique, hier, une ville des Philippines a été conquise par l'État islamique, à l'autre bout de la planète, pendant qu'on parlait de Manchester. Donc, le Sinaï, par exemple, est un de leurs prochains objectifs. Ils savent qu'ils vont probablement perdre le califat. La ville de Raqqa, qui est leur capitale historique, hier, pour la première fois, a été vue de visu par les troupes kurdes alliées à la coalition, qui sont quasiment à 2 km de la ville de Raqqa. Donc, c'est vraiment les dernières... C'est important d'avoir ce panorama de ce qui se passe ailleurs, au moment où Manchester a été frappé. Voilà, et je pense que la prolongation de l'état d'urgence, c'est d'une certaine façon une manière pour la France de dire on a déjà une batterie de mesures qui sont mises en application, mais il faut aller plus loin. Aller plus loin, on va en parler. On accueille Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Vous êtes directeur du site d'information Atlantico. Je vais vous poser la question sur l'état d'urgence. D'abord, Marie-Cécile Nave et Jean-Éric Brana, comment ces débats sur l'état d'urgence, faut-il vraiment le proroger, même si là ça semble... Et comment ils sont vus depuis les États-Unis, ces débats sur sécurité versus parfois liberté individuelle, est-ce qu'ils sont compris ?
Alors du côté de l'administration Trump, je pense que tout le monde sera d'accord. C'est clair, la réponse est évidente. Pour renforcer l'état d'urgence. Du côté de la population américaine, ça leur paraît quand même globalement très loin. En revanche, la menace terroriste djihadiste, elle est très réelle pour tous les pays occidentaux. Les États-Unis, comme l'Europe occidentale, voient ça concrètement, hélas, pour chacun de ces pays. Donc, c'est quelque chose qui leur parle. Et ils trouveraient, je pense, finalement assez anormal qu'on soit peut-être plus laxiste ou qu'on annonce des mesures qui ne vont pas dans la prolongation de ce qu'on fait jusqu'ici. C'est une décision qui, je pense, assez logique au lendemain des attentats de Manchester. Il y a les actes et puis il y a les mots, Jean-Éric Brana. Quels sont les mots utilisés par Donald Trump ? Ça a frappé là dans le discours avant-hier pour décrire, pour nommer ces djihadistes. Les losers malfaisants. Alors, Donald Trump veut montrer, en disant que ce sont des losers, il utilise le mot le plus abject dans sa bouche. Ça fait rire en Europe, on se dit « Ah, mais pourquoi est-ce qu'il emploie un langage enfantin ?» En réalité, pour lui, c'est très dépréciatif. Quelqu'un qui est un loser, loser qui veut dire perdant, qui réagit, qui classe le monde en deux mondes, ceux qui sont les gagnants et ceux qui sont les perdants. Et effectivement, il a rajouté, je ne veux pas les appeler monstres, parce qu'ils se sentiraient reconnus et qu'il ne faut pas les reconnaître. C'est en dessous de ça. C'est très important. Pour revenir à votre question précédente à propos de l'état d'urgence aux États-Unis, il n'y a pas d'état d'urgence en tant que tel, mais c'est vrai que depuis le 11 septembre, il y a un basculement qui s'est fait aux États-Unis. Il y avait deux mondes, on en discutait tout à l'heure hors antenne, mais c'est vrai que autant c'était l'insouciance aux États-Unis avant le 11 septembre 2001, autant le lendemain, le choc était tombé sur l'Amérique et les Américains ont réclamé eux-mêmes de la sécurité, des contrôles qui sont très très lourds. Pour quiconque a été aux États-Unis, on ne peut plus rentrer nulle part sans être fouillé totalement. Donc cette demande vient des Américains parce qu'ils savent bien que c'est pour leur propre sécurité. Ils la réclament et l'administration leur a donné. Mais on ne voit pas pour autant partout des militaires comme en France. On en voit un petit peu dans certaines villes, c'est vrai, comme New York ou Washington. Mais à côté de ça, il n'y a pas ces militaires. Il n'y en a pas à Los Angeles, il n'y en a pas à San Francisco, il n'y a pas... Pourtant, il y a beaucoup de monde qui vit là. Moi, je suis pas absolument nécessaire. Je pense pas que ce soit une nécessité d'avoir un état d'urgence fort dans un pays de droit. Il y a certainement d'autres façons de faire. Et les États-Unis s'en sortent pas trop mal quand même. D'autres pays s'en sortent pas trop mal aussi. Le Patriot Act est quand même plus dur que l'état d'urgence. Non, oui, j'allais vous dire. Le Patriot Act. Quand on a le Patriot Act, que signifie l'état d'urgence ? C'est une poussière. Le Patriot Act est une erreur historique à un moment parce qu'il remet en cause des libertés fondamentales inscrites dans la Constitution, mais pour autant... Guantanamo aussi. Guantanamo, c'est autre chose. C'est extraterritorial. Ça pose la question de l'univers carcéral et de qu'est-ce qu'on fait des oui, mais on s'éloigne. On est dans l'extraterritorialité, la façon dont on fonctionne. Franchement, on n'est plus tout à fait dans les mêmes questions. Donc on peut lancer un grand débat là-dessus, mais ce n'était pas la question qui m'était posée. Non, mais le triptyque renseignement, police, justice, c'est quand même un petit peu lié. Cela dit, dans le Patriot Act, il faut rappeler qu'il y a un organe qui a été institué indépendant du gouvernement pour apprécier les décisions. Donc après, effectivement, concernant Guantanamo, ça pose des tas de questions juridiques, les États-Unis. Mais bon, après, ça je vous ramène en France, c'est ça, c'est le cœur du débat. Non, mais parce que quand même, c'est important, bien sûr, y compris dans la culture française, et ça nous ramène à la France, il y a une vraie culture du contrôle aux États-Unis qui, malheureusement, existe beaucoup moins en France. C'est fondamental parce que la radicalisation, le véritable incubateur de radicalisation dans nos sociétés, c'est la prison. La plupart des individus qui ont frappé sur notre territoire, quasiment à 99%, sont ce qu'on appelle des hybrides, c'est-à-dire des gens qui ont commencé dans la délinquance et ensuite... Non, je sais, mais on parlait justement d'un point juridique qui était le système américain est-il plus dur ou moins dur précisément. Il y a plus de contrôle démocratique, quoi qu'on en pense, aux États-Unis et notamment institué par le Patriot Act, qu'il n'y en a en France justement avec l'état d'urgence. Tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas résolu cette question à une époque où en France, on a dépassé une population carcérale qui est de 70 000 prisonniers aujourd'hui, enfin détenus, et qu'on ne sait pas encore comment
séparer les radicaux des non-radicaux et éviter cette radicalisation en prison. Ça, donc c'est l'un des grands défis. Ce que les Américains avaient proposé, qui était une mesure radicale à l'époque de Donald Rumsfeld, c'est justement de créer Guantanamo pour enlever ces individus combattants, ce qu'ils appelaient les ennemis combattants, et pour les isoler dans une juridiction qui n'était pas la juridiction américaine, puisque c'était extraterritorial. Et là, aujourd'hui, en France, on se rend bien compte que sur la question de comment traiter la radicalisation en prison, on n'a pas de réponse. Ça fait partie des mesures auxquelles sera directement confronté Emmanuel Macron et son gouvernement, parce que pas plus tard que au moment des élections, les 2 personnes qui ont été arrêtées à Marseille, qui planifiaient sans doute un massacre, sont 2 personnes qui se sont radicalisées à la prison de Septième. Ça, c'est un grand défi. Voilà. La prison, une dernière question sur l'état d'urgence. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à le graver dans la loi certaines mesures de cet état d'urgence? Je pense par exemple aux perquisitions administratives ou à l'assignation à résidence. C'est une manière de rendre pérenne l'état d'urgence dans ce cas-là. Je pense que c'est le faux débat par excellence, l'état d'urgence. L'état d'urgence est devenu un sujet explosif pour n'importe quel gouvernement, puisque quelqu'un qui s'aviserait d'y renoncer serait immédiatement taxé de laxisme. Les bénéfices de l'état d'urgence, d'un point de vue policier, ils ont été atteints dans les premiers jours après les attentats du Bataclan. Maintenant, il suffirait d'appliquer la législation antiterroriste et on peut réfléchir à des lois, justement. Une nouvelle loi va être proposée. Qui avait déjà été dit au mois de juin 2016. Et c'est là où on voit que justement... Celle-ci va reprendre quand même des mesures d'état d'urgence, donc elle est différente. Bien sûr, mais là, en l'état, on n'en est pas là. On en était à affirmer la poursuite de l'état d'urgence dans une volonté de communication politique, mais qui serait malvenue de reprocher au gouvernement, puisque de toute façon, je pense que n'importe, en tout cas à ce gouvernement-là en particulier, tous les gouvernements sont là. Mais posons-nous quand même la question, les vrais enjeux, il y a ceux que vous parliez sur la prison, les vrais enjeux, je pense là, pour le gouvernement d'Emmanuel Macron, ce sont les nominations à la tête des services de renseignement, notamment parce qu'il y a effectivement à éviter la radicalisation, mais enfin, elle se produit malgré tout en prison ou ailleurs qu'en prison. On sait qu'en prison, le renseignement pénitentiaire, c'est très important, et regardons ce qui s'est fait là où ça marche, en Israël notamment, il y a un vrai renseignement pénitentiaire, savoir repérer les gens en prison, savoir repérer aussi les gens sur le point de basculer sur le passage à l'acte. Mais ce que je veux vous dire, Sonia, c'est que là, on est encore dans un débat très symbolique sur l'état d'urgence. Bien compris. On va poursuivre notre débat, c'était quand même le cœur de l'émission ce soir. C'est la séquence internationale qui s'ouvre pour le président Macron et dans laquelle il sera beaucoup question, notamment de lutte contre le terrorisme. Il va rencontrer Donald Trump et Vladimir Poutine. Les détails avec Olivier Crézet. L'heure d'entrer dans le grand bain de l'international est arrivée pour le président Emmanuel Macron. Première plongée dès le jeudi 25 mai lors du sommet de l'OTAN à Bruxelles. Le nouveau président français y rencontrera son homologue américain Donald Trump pour la première fois lors d'un déjeuner en marge du sommet. Sur le plan militaire, les 2 hommes devraient trouver des points de convergence, notamment sur la coopération antiterroriste. Des points de divergence sont à prévoir également, notamment si l'accord de Paris sur le climat est abordé, un thème sur lequel Donald Trump ne s'est pas clairement prononcé depuis son arrivée au pouvoir. Des considérations plus politiques et économiques seront abordées dès le lendemain et jusqu'au 27 mai à l'occasion du sommet du G7 à Taormine, en Sicile. Il s'agira, selon la présidence italienne, de jeter les bases d'une confiance renouvelée. Ce sera pour Emmanuel Macron l'occasion d'affirmer ses positions sur les grands sujets internationaux, tels que la crise des migrants, le libre-échange et la viabilité environnementale. Ce marathon diplomatique trouvera sa conclusion lundi 29, date à laquelle Emmanuel Macron recevra le président russe Vladimir Poutine au Grand Trianon de Versailles. Le président français devrait s'employer à réchauffer une relation au point mort depuis octobre dernier. On va démarrer par la première séquence. Ce sera l'occasion du sommet de l'OTAN à Bruxelles. Marie-Cécile Naves, cette rencontre entre le président Trump et Emmanuel Macron. D'abord, est-ce que ce sont, selon vous, 2 pragmatiques qui vont se rencontrer, qui vont trouver des points de convergence? C'est pas un sommet, c'est une réunion quasi informelle. Donc il n'y aura pas de grandes décisions qui vont être prises. Mais c'est une manière effectivement de prendre contact, de se tester. Il y a plusieurs choses qui vont peut-être être abordées, mais en tout cas, Macron a dit pendant la campagne et depuis sa présidence qu'il s'inscrivait très clairement dans une ligne gaulo-mitterrandienne en termes de politique internationale, ce qui veut dire qu'il ne donnera pas de chèque en blanc à Trump sur les questions diplomatiques, terroristes, économiques et d'autres choses encore. Donc c'est un vrai signal qui est avancé pour dire je ne suis pas sur une piste atlantiste, mais vraiment je veux redonner une
une force importante à la voix de la France dans le monde. Je tiens au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je veux que la France regagne, si tant est qu'elle l'ait perdu, une sorte de grandeur à sa place, évidemment. Bon. Et après, Macron, il a aussi dit, lors de sa visite au Mali le 19 mai dernier, que la coopération avec les États-Unis était très importante, notamment en matière de renseignement, sur la question du Sahel en particulier. Et donc, ça va être une réunion, je pense, très cordiale, où chacun va dire que ça s'est très bien passé. Trump dira sûrement que Macron est un great guy, amazing, et On va s'arrêter sur ce qu'il disait. On va d'abord analyser cette ligne, comme vous l'appelez, gaulo-mitterrandienne. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron définit sa vision de la politique étrangère. On va d'abord écouter ce qu'il disait de Donald Trump il y a quelques mois. C'était pendant sa campagne. Et je veux dire ce soir à M. Trump, qui, depuis l'autre côté de notre océan, devrait avoir un peu plus d'humilité. Monsieur Trump l'Américain, n'oubliez jamais que si vous êtes une nation libre, c'est parce que des ambitieux sont partis de ces terres avec l'amour de la liberté, avec le même rêve, le rêve français, le rêve européen. Monsieur Trump, n'oubliez jamais ce que vous nous devez, la liberté, votre existence. Monsieur Trump, regardez votre histoire, c'est celle de Lafayette, c'est la nôtre. C'est la vieille rivalité entre les démocraties françaises et... C'était en janvier dernier, c'était le ton de la campagne aussi. Jean-Éric Brana, Monsieur Trump, l'Américain, souvenez-vous, regardez, que vous inspire cette séquence? C'était pas il y a très longtemps, c'est en janvier dernier. C'est une très bonne séquence qui ne peut que plaire à Donald Trump, paradoxalement, car il respecte, on va continuer la conversation tout à l'heure, les winners. Et alors là, Emmanuel Macron apparaît comme un gagnant. Il est celui qui a réussi une campagne extraordinaire avec une victoire extraordinaire et Donald Trump lui a rendu hommage immédiatement en disant qu'il était séduit par le personnage. C'est pour ça qu'il va déjeuner avec lui, un long déjeuner d'1h30 et je pense que Emmanuel Macron joue d'abord une carte diplomatique très forte puisqu'il a un traitement de faveur avec le président des États-Unis, alors qu'il est tout jeune président. Et il va mettre sur la table tout de suite les dossiers principaux qui occupent un petit peu tout le monde dans ce grand rassemblement de l'Otan, qui n'est effectivement pas la grande réunion de l'Otan, mais voilà, c'est classique de rencontrer le chef des États-Unis quand il vient d'arriver au pouvoir. Donc il va parler bien entendu de terrorisme, puisque l'actualité nous en parle, d'environnement, qui est une question très importante pour les Européens, encore plus pour les Français, puisqu'on a signé la COP21, et qu'on sait que Donald Trump met à mal actuellement toutes les questions d'environnement avec les dérégulations très importantes dans le secteur de l'énergie depuis qu'il est là, avec la remise en cause du Clean Air Act de Barack Obama, et avec une grande incertitude sur ce qu'il va faire lui-même dans la COP21. Donc Emmanuel Macron aurait tout à fait intérêt, je pense qu'il va le faire, à plaider de la COP21, ce qui va faire d'ailleurs un écho à ce qu'a fait le pape ce matin, en remettant un encyclique sur l'environnement à Donald Trump et en lui expliquant que c'était causé par les hommes et qu'il fallait donc y remédier. Et comme c'était maintenant le patron des États-Unis, il avait tout à fait intérêt à ne pas revenir dessus. On va prendre les dossiers les uns après les autres. Il y a le climat, on va en parler. Il y a aussi la lutte contre le terrorisme et puis la défense. Il y a aussi la question du financement quand même de l'OTAN. Et là, on imagine que Donald Trump, il ne va pas accueillir le tout jeune président Macron avec un grand sourire parce que Washington, Régis Sommier, souhaite que les gouvernements européens portent leurs dépenses de défense à 2% de leur produit intérieur brut. Le reproche est ancien, mais là, il devient vraiment assez pesant, on va dire, pour le couple franco-allemand. Il n'y a pas que Trump aux États-Unis qui partage ce point de vue d'ailleurs. Il l'a exprimé plusieurs fois, mais des gens beaucoup plus légitimes, entre guillemets, d'un point de vue international, comme David Petraeus, l'ancien commandant en chef des forces américaines en Irak, et qui pense que cet effort doit être partagé davantage. Ça, c'est une chose que Donald Trump a fait avec sa façon à lui, et parfois un peu maladroite, et il a froissé pas mal de personnes, y compris les pays baltes, qui se sont imaginés qu'ils allaient être un petit peu les dindons de la farce, c'est-à-dire être abandonnés à leur sort. Je crois qu'il y a eu déjà, de la part des Américains, la conférence de Munich notamment,
Rex Tillerson, le général Mattis et puis d'une certaine façon le McMaster sont venus pour rassurer déjà les alliés et pour leur dire non, ça va pas beaucoup changer finalement. Mais je crois qu'il y a aussi une chose qui est importante quand on parle de Trump qui va rencontrer Macron, il y a Poutine juste après. Et là, je crois qu'il y a une opportunité pour Emmanuel Macron de remettre la France d'une certaine façon dans le jeu international. Je dis pas qu'elle n'existait plus, mais la force est de constater que quand on observe le Moyen-Orient, notamment sur la question syrienne, la France est totalement inexistante. Alors elle a pris pendant 5 ans sous François Hollande des positions très moralistes, des positions finalement qui étaient un peu déconnectées des réalités du terrain. Et la Russie, elle, par contre, est intervenue, elle, physiquement en Syrie et elle est à la manœuvre. En Irak, on s'est attelé à la coalition, c'est vrai, on a participé à l'effort de guerre grâce à nos avions, grâce à notre porte-avions, grâce à nos forces spéciales, nos canons César à Mossoul et autres, mais on n'a plus cette voix ni la capacité de nos ambitions. Et je pense que Emmanuel Macron, en allant au Mali, là où on a un point fort, en prenant le leadership régalien qui avait été un peu laissé, il faut le reconnaître, à Jean-Yves Le Drian, par exemple, qui était un super ministre de la Défense. Mais là, ce sont des premiers gestes, pardonnez-moi. Déjà, il a pris selon... Oui, j'ai bien compris. Mais déjà, pour vous, les premiers pas sont je pense réussis, que c'est des garantis sur le régalien pour le Mali, parce que la situation au Mali est catastrophique de toute façon, et qu'Emmanuel Macron l'a abordé d'un point de vue militaire. Je pense qu'il y a autre chose que le volet militaire, mais il a essentiellement... Et il a fait dans le... Voilà, je prends en main les choses. Maintenant, il va affronter les 2 leaders mondiaux qui sont 2 personnes qui ont des similitudes. C'est le retour de l'homme fort par rapport à ce qu'on avait avant, par rapport à Barack Obama, par exemple. La diplomatie a complètement changé. Et là, il va avoir l'occasion, peut-être, de remettre la France dans le jeu. Et je crois qu'il a l'intention de le faire. Je crois qu'il a l'intention, justement, que la France compte. Mais ça reste un défi, un pari. Je ne sais pas en arrivant, parce qu'il est auréolé de la légitimité, évidemment, d'être le président français, que tout va s'ouvrir, que les voies vont s'éclaircir. Les eaux vont s'ouvrir. On l'a souvent dit. Non, bien sûr, mais malgré tout, l'apparence compte à la fois au niveau national, c'est ce qu'on disait. Il veut apparaître de toute façon, lui aussi, comme un homme fort. Alors, certainement pas tout à fait sur le même terrain que Vladimir Poutine ou que Donald Trump. Et par ailleurs, il veut aussi sortir un peu, ce que vous disiez, de la diplomatie morale qu'a adoptée la France pendant les 5 dernières années et revenir à des considérations un peu plus pragmatiques, c'est-à-dire rester finalement sur les fondamentaux de la diplomatie française, être certes un peu moins pro-américain que ne l'a été la politique étrangère française pendant le quinquennat Hollande, parce que curieusement, c'est pas toujours le point fort de la gauche, en tout cas dans la parole, de s'aligner sur les États-Unis, mais on avait été très très aligné sur les États-Unis, y compris mais moins dans les faits. C'est-à-dire que c'était l'inverse, c'est-à-dire que Sarkozy, lui, le disait, mais dans les faits, savait tenir tête quand il le fallait aux États-Unis. Là, ça a été un peu la posture inversée, qui s'est retournée contre nous. On l'a vu au moment où François Hollande avait voulu intervenir en Syrie, et puis après, il y a eu la décision du Parlement britannique qui l'a refusé, et le revirement de Barack Obama. Donc la France s'est retrouvée le bec dans l'eau. Je pense qu'Emmanuel Macron, lui, veut sortir de ce regard très moral qui avait été porté sur les choses. Maintenant, la France reste la France. Et pour revenir juste sur le point qu'on évoquait tout à l'heure concernant Donald Trump, je pense qu'il a pour partie réussi son pari. Alors, je ne sais pas si c'était un pari très conscient, mais comme c'est quand même un homme d'affaires qui sait négocier un deal vis-à-vis de l'OTAN, il a fait peur à tout le monde en disant qu'il n'était plus atlantiste. Et résultat, il n'y a pas besoin de ce sommet-là pour que les différents États européens aient commencé d'eux-mêmes à dire oui, effectivement, il faut que nous augmentions nos dépenses de défense. Donc 2 rencontres avec Donald Trump et Vladimir Poutine. On va également écouter ce que disait Emmanuel Macron, également pendant la campagne sur le leader russe. Quant à M. Poutine, il est autour de la table sur plusieurs sujets de discussion. Le conflit ukrainien, il faut désescalader ce conflit, il faut progressivement le normaliser, mais il faut qu'il respecte le processus en cours. Et le conflit en Syrie, où là, il doit être autour de la table, il est un des éléments de la réponse, mais en aucun cas je ne serai soumis au diktat de M. Poutine. Sur le sujet syrien, je veux en la matière que notre priorité soit la lutte contre le djihadisme terroriste qui sévit dans la région, et je veux, au-delà de tout, qu'on arrive à trouver une solution politique négociée en mettant toutes les parties prenantes autour de la table. Donc ce sera un partenaire de travail sur quelques problématiques régionales avec lequel je discuterai, mais en ayant conscience que nous n'avons, sur beaucoup de sujets, pas les mêmes valeurs et les mêmes priorités.
Vous avez sûrement reconnu le décor, c'était le débat d'entre-deux tours face à Marine Le Pen. Même question, que vous inspire cette séquence, Marie-Cécile Nave? On est pendant l'entre-deux tours dans le débat avec Marine Le Pen, et donc la posture qu'adopte Emmanuel Macron par rapport à Poutine, elle s'inscrit dans ce contexte-là. Vous dites posture, donc? Posture, on va voir ce qu'il en est maintenant, mais effectivement, les liens très étroits, et pas que politiques, mais aussi sans doute financiers entre le Front National et la Russie de Poutine, mais aussi avec certains des anciens adversaires du premier tour, font que Emmanuel Macron devait avoir ce discours-là très ferme vis-à-vis de Vladimir Poutine, en tapant du poing sur la table, en adoptant une posture un petit peu autoritaire. On va voir après ce qu'il en est. Il va quand même être obligé de discuter avec lui sur un certain nombre de sujets. Il va sans doute être dans une volonté de conciliation un petit peu plus grande. Mais encore une fois, la ligne gaulo-mitterrandienne, elle va s'appliquer là aussi, je pense. Ouais. Et Jean-Éric Brana, est-ce que c'est d'autant plus, j'allais dire entre guillemets, une chance, une occasion à saisir pour Emmanuel Macron que les relations entre la Russie et les États-Unis sont loin de ce qu'on nous avions dit il y a quelques semaines et quelques mois? Voilà, quand on voit ce qui est en train de se passer et les dossiers et les affaires qui sont en train d'émerger, Emmanuel Macron, la France peut profiter de cette distance entre les deux grands leaders, peut-être profiter pour la France. Je ne pense pas que les choses aient réellement changé à cause des affaires aux États-Unis. Il y a un changement dans la dialectique, il n'y a pas encore un changement dans les actes. En tout cas, on n'en sait rien. Et c'est une des grands inconnus de ces réunions qui vont avoir lieu demain, parce que souvenons-nous que Donald Trump avait annoncé que l'OTAN était désormais un machin obsolète. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a pensé qu'il avait fait un rétropédalage. On peut l'interpréter tout à fait autrement. On peut penser que c'était obsolète parce que l'engagement automatique de l'article 5 qui consiste, si jamais la France et l'Allemagne s'en prenaient à la Russie, à se mettre de leur côté contre les Russes, ça c'est obsolète et il n'en veut plus. Et donc on aurait toujours la main tendue à la Russie de ce côté-là. Et pourquoi ça ne serait plus obsolète? Parce que pour lui, et on voit bien que sa grande tournée qui est passée par le Moyen-Orient et le Vatican a surtout résonné contre le terrorisme. Et donc l'objectif pour lui, c'est de faire admettre que la réorientation de l'OTAN, c'est de s'engager fortement contre le terrorisme. Et c'est en ça que ça ne serait plus, je parle au conditionnel, puisque je ne vais pas faire bien sûr les réponses avant qu'elles arrivent, mais vous voyez qu'il y a une autre interprétation. Après qu'il y ait des affaires aux États-Unis sur le plan intérieur, c'est tout à fait autre chose. Et pour l'instant, on pourrait avoir un grand débat dessus, mais Donald Trump n'est pas touché directement. C'est son entourage qui est touché. Et les liens supposés, puisqu'ils le sont tout le temps, à l'heure actuelle en tout cas, entre sa campagne et les Russes, en sont au stade de l'enquête. Donc, pour l'instant, je ne pense pas que ça joue dans la diplomatie particulièrement. Ça joue sur la crédibilité des États-Unis. Je termine juste mon propos, si vous voulez bien. Vous n'êtes pas d'accord sur la lecture de ce qui se passe autour de Donald Trump? Je pense que la crédibilité de Trump est très très entachée au niveau international à cause de cette affaire russe. Et à cause aussi du fait qu'il a déclassifié des informations secrètes auprès de l'ambassadeur russe aux États-Unis et du ministre russe des Affaires étrangères, des informations secrètes sur Daesh qui viennent des renseignements secrets israéliens. Donc en termes de crédibilité... C'est pas lui qui l'a dit, parce que pour le coup, la responsabilité concernant les Israéliens, ce sont les journalistes qui l'ont révélé, le New York Times en particulier, mais sachant reprocher les choses, parce que ça n'est pas lui qui... L'information la plus gênante dans l'histoire, ce n'était pas nécessairement celle qu'il a révélée aux Russes, c'était la source de l'information. Et ce n'est pas Donald Trump qui a révélé la source. Tout à fait, mais donc sa crédibilité est entachée. Moi, je vais la reprendre 2 secondes peut-être pour répondre là-dessus. La déclassification d'un renseignement militaire, il faut savoir qu'au-dessus des généraux 5 étoiles, il y a quelqu'un qui s'appelle le président des États-Unis, et en droit, il a tout à fait le droit de déclassifier, et à partir du moment où il déclassifie, ce n'est plus sensible. Donc il n'y a rien en droit contre Donald Trump à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas demain, peut-être qu'il y aura des témoignages, des documents qui sortiront, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Et je ne pense pas que ça a la moindre influence dans sa diplomatie, car il me semble que sa diplomatie actuellement, elle est surtout menée par les hommes dont nous parlions tout à l'heure, que ce soit le ministre de la Défense Mattis, rappelons-nous qu'il a quand même dirigé l'OTAN, et c'est pas rien, McMaster, qui est également très impliqué auprès de l'OTAN et atlantiste, et Mike Pence, le vice-président, qui est également
également à la manœuvre pour amener à une alliance atlantique. Donc on a d'un côté les idéologues autour de Donald Trump qui ont avancé l'idée de America First, l'Amérique d'abord et seulement l'Amérique, et de l'autre côté une classique plutôt politique américaine. Et actuellement, le conflit, apparemment, il fait rage. On va voir comment ça va sortir demain. C'est pour ça que je mettais tout au conditionnel tout à l'heure. Il reste quand même une chose, un point particulièrement intéressant. Moi, je trouve que c'est la rhétorique adoptée vis-à-vis de l'Iran, qui est encore taxé, et c'est pas uniquement Trump d'ailleurs, puisque Mattis a fait à peu près la même déclaration, comme État sponsor du terrorisme, plus grand État sponsor du terrorisme. Et on se rend bien compte quand même qu'en Europe... On peut faire une petite parenthèse. En plus, ça a eu lieu, ce discours-là a eu lieu en Arabie Saoudite, je crois, le lendemain du vote en Iran, qui a quand même consacré un vote réformateur. Alors on peut juger qu'il n'est pas assez réformateur, mais c'est quand même déroutant qu'ils soient intervenus en Arabie Saoudite. Oui. Donc il y a un peu un message un peu brouillé, et le message un peu brouillé aussi avec l'attentat de Manchester. On ne peut pas dire que les racines de l'attentat de Manchester soient diligentées par l'Iran, sauf à quelques conspirationnistes qui existent aux États-Unis qui pensent que l'État islamique et l'Iran, ou en tout cas Al-Qaïda et l'Iran, sont liés. Mais ça, c'est pas sérieux. Donc aujourd'hui, il va y avoir un vrai problème sur ce qu'on appelle le terrorisme. Est-ce que, alors on va pouvoir dire oui, le Hezbollah, et c'est toujours la même remarque, le Hezbollah menace Israël, le Hezbollah, certes, mais sachez aujourd'hui que en Irak, nous soutenons et nous avançons de concert pour lutter contre l'État islamique avec des milices chiites irakiennes, celles-là, dont un Hezbollah irakien d'ailleurs, qui sont largement aussi redoutables, aussi formées et aussi dangereuses que le Hezbollah. Et il y a un acteur incontournable, et c'est Emmanuel Macron qui va le rencontrer, Jean-Sébastien Ferjou, c'est Vladimir Poutine. Juste un mot sur le lieu. Versailles, quand même, à l'occasion de l'exposition de l'Ermitage au Grand Trianon de Versailles, c'est particulier. Il y a tout un héritage. Si Vladimir Poutine a l'héritage des tsars, il y a un autre héritage en face. Il peut y avoir presque... Non ? Tant qu'il ne reçoit pas Angela Merkel dans la Galerie des Glaces pour lui faire re-signer cette création de l'Empire allemand. Non, mais on voit bien que ça symbole. Bien sûr. Vous parlez du régalien. Mais justement, ça s'inscrit dans ce qu'il a souhaité faire depuis son entrée en fonction. Le premier soir, on voit bien qu'Emmanuel Macron est en rupture absolue avec la présidence normale de François Hollande, avec la présidence plus bling-bling de Nicolas Sarkozy, ou un peu, avec une posture parfois plus arrogante, et qu'il essaye de restaurer la majesté de la fonction présidentielle. Mais après, c'est vraiment à l'attention des électeurs français. Je ne sais pas si Vladimir Poutine, ça lui fait chaud ou froid d'être reçu à Versailles, à l'Élysée ou... c'est mieux que de se faire admonester depuis Tulle comme François Hollande et d'être Vladimir Poutine voulait venir inaugurer exactement la cathédrale orthodoxe de Paris. C'est quand même un meilleur accueil. Voilà. Non mais exactement, mais parce que nous avons besoin de toute façon de parler avec la Russie, notamment parce que les Allemands, eux, n'hésitent pas à le faire et qu'ils ont des intérêts économiques et des intérêts énergétiques avec la Russie, et que la France, là encore, avait curieusement disparu de la scène européenne, parce que la Russie, c'est une grande puissance à l'échelle mondiale. On peut parler des relations entre la Russie et les États-Unis, mais il y a aussi un enjeu européen avec notamment le dossier ukrainien. Donc il est bon de parler à ses partenaires, parce que la diplomatie, comme chacun sait, ne consiste pas à s'adresser uniquement à ses amis, sinon il n'y en a pas besoin. On va conclure avec un grand tour de table, parce qu'on a parlé, finalement ce sont à la fois les premiers pas sur la scène internationale d'Emmanuel Macron, mais également de Donald Trump. Comment vous jugez ceux du président américain, Marie-Cécile Nave? Il y avait aujourd'hui la rencontre avec le pape, et puis cette photo frappante avec un sourire vraiment plein dents de Donald Trump, et puis plutôt la moue du pape François. Oui, ils ont des gros désaccords sur la question des migrants, des réfugiés, du mur contre le Mexique. Ce voyage, il est intéressant à deux titres. Le premier titre, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe aux États-Unis pendant ce temps. Et moi, je me demande ce que fait Mike Pence dans les coulisses de la Maison-Blanche, parce qu'il y a toute cette crise russe à déminer. Et ce sera intéressant de savoir ce qui se passe, sans faire du House of Cards réchauffé, mais enfin, quand même, il y a un petit peu de ça. Ils choisissent des avocats, ils mettent en compétition différents cabinets. Oui, bien sûr, il y a des choses dans les couloirs. Et la deuxième chose, c'est que le voyage de Trump à l'étranger, plus ça va, plus il va être quand même difficile, parce qu'il a commencé par le plus facile, l'Arabie Saoudite, où il a vendu 400 milliards d'armes et de marchandises divers à l'Arabie Saoudite. Israël, c'est
c'était un petit peu plus tendu parce qu'il a rencontré les deux parties, mais il s'est engagé sur rien, ni sur la colonisation, ni sur les deux États, ni sur rien. Habileté quand même. Ou ambiguïté, oui, les deux peuvent aller ensemble. Communication incantatoire, comme d'habitude. Ensuite, le Vatican, c'est un petit peu plus... C'est comme si tous ceux qui étaient allés auparavant avaient obtenu les résultats. Non, mais bien sûr, mais c'est parce qu'il arrive en disant « je vais tout résoudre, c'est l'ultimate deal, je vais y arriver », mais enfin, à part la communication, il ne se passe rien. Et puis, à l'OTAN, il ne va pas être forcément... il est attendu sur un certain nombre de sujets, sur la position des États-Unis dans l'OTAN. L'OTAN est obsolète, il rencontre le secrétaire général de l'OTAN et l'OTAN devient génial. Donc, il est quand même attendu. Et puis le G7 aussi, ça risque d'être un petit peu difficile pour lui. Dans la semaine dernière, certains membres du G7 et le commissaire européen à l'économie ont mis en garde Donald Trump sur les questions de dérégulation financière qu'il est en train de vouloir mettre en place aux États-Unis et sur la question du protectionnisme. Donc c'est délicat à la croissance mondiale. Oui. Même question pour Donald Trump, et je vous poserai la même question, et sur Emmanuel Macron également. Je vais faire de la publicité pour son journal, puisque je réserve mon article dans Atlantico demain. Bon, on le lira avec plaisir demain. Pourriez-vous quand même nous en donner quelques... Je vais dire en quelques mots. Non, j'ai une lecture radicalement différente de ce qui vient d'être dit, puisque je crois qu'il réussit quand même pas mal du tout son premier voyage à l'étranger. Donc au bout de 3 mois, rappelons-le, c'est pas rien. C'est-à-dire que le premier message qui a été envoyé à ses électeurs, c'est « je m'occupe de vous, je m'occupe pas de l'étranger ». Et rappelez-vous que le 20 janvier, il avait dit encore une fois « l'Amérique d'abord, seulement l'Amérique ». Et c'est ce qu'il nous a fait pendant ce voyage, en expliquant aux musulmans en premier lieu qu'ils étaient les premières victimes du terrorisme, donc c'était à eux de s'en occuper. Ensuite, en expliquant aux Israéliens et aux Palestiniens que leur conflit embêtait tout le monde et qu'il ferait bien de le garder pour eux et que le reste du monde n'avait rien à voir puisqu'il fallait s'occuper du terrorisme qui était plus important. En arrivant avec l'OTAN et expliquant que là encore, c'est le terrorisme qui intéresse et que pour le reste, ce serait bien que les Européens payent pour leur propre défense. Et désormais, ce sera transactionnel. Si quelqu'un veut la protection des États-Unis, il faudra payer pour l'avoir. Et peut-être qu'il y aurait des difficultés avec le G7, mais effectivement, c'est ce qui va arriver en disant « mais c'est la même chose, vous savez, moi, il y a tellement de dollars qui partent de l'autre côté et que je veux récupérer, donc j'ai bien intention de les récupérer. » Carton plein vis-à-vis de... Je termine là. Carton plein vis-à-vis de sa population et de ses supporters, puisque c'est ce qu'il leur a annoncé depuis le départ. Je ne m'occupe pas de l'extérieur, ne serait-ce que pour la sécurité vitale des États-Unis, à savoir lutter contre le terrorisme. C'est exactement la feuille de route qu'il avait pour ce voyage et qui a été déroulée. La conclusion, je vous pose la question sur Emmanuel Macron, les premiers pas. Les premiers pas d'Emmanuel Macron, moi j'ai trouvé... Scène internationale, évidemment. Sur la scène internationale, il y a l'épisode malien, même si c'était seulement 7 heures de présence sur place. Je pense que c'est un peu difficile de juger là, parce que Donald Trump, on a quand même quelques mois à la Maison-Blanche. Avec Macron, on est quand même très... Alors, il y a ses partisans, évidemment, ils verront des signes positifs. Je crois que, il montre en tout cas qu'il a une volonté de reprendre les choses en main, ou en tout cas d'exercer une présidence gaulo-mitterrandienne, comme vous l'avez appelé, mais en tout cas de montrer que l'exécutif est fort. Je ne suis pas sûr que pendant sa campagne, c'était tout à fait ça qui était mis en avant. Maintenant, il a pris l'habit. On sait que ça a été taillé pour le général de Gaulle et que c'était beaucoup critiqué par ses adversaires qui, comme François Mitterrand, pour ne pas le citer, l'ont repris à leur compte. Donc on verra comment Emmanuel Macron se dépêtera de ce costume de président français qui a un pouvoir énorme. Je dirais que ce qu'on a vu sur le Mali est quand même intéressant, parce que là on a un retour en force du président dans la scène internationale. Jean-Sébastien Ferjou. Je pense qu'Emmanuel Macron réussit son entrée en matière si on raisonne sur la forme et sur le fond. D'une certaine manière, il ressemble un peu à Donald Trump, pas du tout sur la ligne politique, bien sûr, ni sur le style personnel, mais ce sont des candidats dont il était assez difficile d'imaginer a priori ce qu'il ferait ensuite. L'un, parce qu'il avait fait tellement d'effets de manche que c'était assez... Et un personnage plein de contradictions, comme on a pu le souligner. Donc il faut voir ensuite concrètement ce qu'il fait, ce que les États-Unis font derrière. C'est quand même pas que Donald Trump qui décide. Et par ailleurs, Emmanuel Macron a beaucoup employé d'ambiguïté. On le revoyait dans le débat tout à l'heure. La position sur la Russie, elle a pu varier en fonction de l'intérêt qu'il avait à être confronté à telle ou telle personne. Maintenant, il affiche cette ligne gaulo-mitterrandienne. Donnons-lui le bénéfice du doute. Nous verrons dans quelques mois. On se retrouve alors bientôt pour en parler. Il réussit sur la forme, clairement, son entrée en matière. Merci pour ce débat et merci pour vos analyses respectives. La suite de l'émission, on va revenir sur la scène intérieure parce qu'il se passe beaucoup de choses. Un ministre pilier de la Macronie, épinglé par le
canard enchaîné. On va en parler bien sûr parce qu'il y a beaucoup de remous. On évoquera également la bataille des législatives au cours du match des idées qui va opposer dans quelques instants Claude Posternac, c'est le fondateur du site l'important.fr, à Alexandre Malafaille, président fondateur de think tank Sinopia. Tout de suite. Quelle place pour les minorités visibles en politique? Elles sont souvent érigées en symboles d'intégration, symboles d'une république une et indivisible, ouverte et incluante. Des success stories qui ne doivent pas faire oublier le constat, la difficile ascension en politique des personnes dites de la diversité. Pourquoi ce plafond de verre et comment le briser? On en débat dans Un monde en doc après le film Les couleurs de la République. Un monde en doc, demain à 22h sur Public Sénat. Présidence normale, vie privée, livre de confidence, désormais libre de parole, Gaspard Ganzer, conseiller en com à l'Élysée, revient pour nous sur les crises qui ont émaillé le mandat de François Hollande et nous dit ce qu'il pense de la stratégie choisie par Emmanuel Macron entre rupture affichée et contrainte de la fonction. Cette semaine, dans Déshabillons-les, le conseiller en com déshabille le président. Déshabillons-le, vendredi à 10h30 sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct bien sûr, c'est votre émission On va plus loin pour évoquer une affaire, une supposée affaire, une séquence en tous les cas qui tombe mal. Au moment où le gouvernement fait de la moralisation de la vie publique son étendard, eh bien le canard enchaîné vise le ministre Richard Ferrand. Ce dernier se défend, il regrette. Alors quelles peuvent être les conséquences? Et plus largement, nous évoquerons également la bataille des législatives qui bat son plein. Le tout avec nos invités. Alexandre Malafaille, bonsoir. Bonsoir. Président du think tank Sinopia et fondateur, et Claude Posternac, bonsoir. Bonsoir. Fondateur de site d'information l'important.fr. Alors messieurs, on va s'arrêter sur cette affaire. Il vaut mieux en voir les détails parce qu'elle est sur certains aspects assez compliqués. On voit tout ça avec Héloïse Grégoire. L'affaire date de 2011 et vise le ministre de la Cohésion des Territoires, Richard Ferrand. Le canard enchaîné, dans son édition du jour, rapporte un petit arrangement familial. À l'époque, Richard Ferrand dirigeait les mutuelles de Bretagne et veut y installer un centre de soins. La mutuelle loue le local d'une société civile immobilière détenue par sa compagne qui va réaliser au passage une confortable plus-value. Les parts de la CCI vont être multipliées par 3000 en 6 ans. À l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement insiste sur la probité de Richard Ferrand. Il n'y a pas de mise en cause par le canard enchaîné de Richard Ferrand. Il y a une information que Richard Ferrand lui-même ne conteste pas, qui relève d'un acte qui n'est pas délictuel ni pénal, d'un acte de droit commun. Donc il ne saurait être question de sa démission. Un peu plus tôt dans la matinée, le principal intéressé déclare qu'il n'y a pas d'affaire. C'est une sorte de cadeau de bienvenue pour ma nomination au gouvernement, où l'on essaye de faire d'un acte de gestion banal une pseudo-affaire. Rien d'illégal, aucun argent public détourné, mais ce qui s'apparente à du favoritisme tombe au mauvais moment. Alors que le ministre de la Justice a débuté les consultations pour son projet de loi sur la moralisation de la vie publique. Le canard enchaîné révèle également l'emploi du fils de Richard Ferrand en 2014 en tant qu'assistant parlementaire pour quelques mois et pour un montant total brut de 8 704 €. Depuis l'affaire François Fillon, la pratique est devenue bien délicate. Voilà, et j'ajoute que ce soir, le PNF, c'est le parquet national financier, se dit incompétent à ce stade, en tous les cas, pour se saisir de ce dossier. Messieurs, la question qui se pose, Alexandre Malafaille, c'est pas tant la légalité, ça on verra si la justice s'en saisit, mais c'est l'aspect moral. La morale dont on a tellement parlé ces dernières semaines, est-ce que ça tombe mal tout cela? Alors, c'est à la fois une mauvaise nouvelle pour M. Ferrand, pour la séquence Macron qui jusqu'à présent est plutôt très réussie. Et en même temps, c'est une bonne nouvelle sur un plan du calendrier parce que finalement, ça vient nous rappeler à quel point la question de la morale et de l'éthique en politique est compliquée. Et dans le cadre de cette loi sur la moralisation, elle permet de nous faire réfléchir sur véritablement ce qu'on veut. Alors, la mauvaise nouvelle quand même, si on insiste un peu dans cette dynamique-là, c'est que la tentation derrière, c'est d'aller dans l'excès d'une réglementation qui viendra pratiquement tout interdire avec un risque de stérilisation et des conséquences à moyen terme qui ne sont pas forcément très favorables sur la manière dont finalement les gens vont vouloir s'engager en politique. Mais la bonne nouvelle, c'est que justement, elle va peut-être permettre de faire réfléchir M. Bayrou, M. Macron, les gens qui vont préparer cette loi, sur finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va tout interdire? Sans supposer avoir beaucoup réfléchi sur cette loi pilier de leur campagne. Absolument, mais ils peuvent peut-être tenir compte aussi de la réalité. La question, c'est
est-ce qu'ils veulent tout interdire, y compris les emplois familiaux, ou est-ce qu'au contraire, on veut rentrer dans une logique de contrôle et d'encadrement avec des sanctions très strictes? Moi, je serais plus favorable à cette séquence-là. Je ne suis pas certain que vouloir absolument interdire les emplois familiaux soit une bonne idée, parce que sinon, il faut rentrer dans une autre logique, qui est dire, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi interdire les rapports entre un conjoint qui est au gouvernement et sa femme ou son mari qui travaille dans une grande administration ou qui travaille dans une grande entreprise, ou avec dans les médias, il y a aussi des relations dites incestueuses. Donc, comment est-ce qu'on règle tout ça? Je crois qu'au contraire, il faut clarifier, encadrer, mettre des règles extrêmement strictes, donner par exemple les moyens à l'Assemblée nationale de contrôler l'usage des fonds des parlementaires, notamment lorsqu'ils rémunèrent des collaborateurs, que tout ça se passe... Mais je reste sur le plan politique. Vous y avez répondu en partie, on va poursuivre nos débats là-dessus. Claude Pasternak, on ne s'attendait pas, et puis c'est le principe d'une affaire quand elle éclate, à une telle affaire pour ce pouvoir, à ce moment-là au début, alors que c'est maintenant que se travaille le projet de moralisation de la vie publique. On est tout à fait d'accord, mais lorsqu'on parlait de le projet de loi de moralisation de la vie publique globalement, et vous avez raison de rappeler qu'il ne faudra pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut faire extrêmement attention. Alors là, il y a deux sujets sur Richard Ferrand. Le premier sujet sur des emplois familiaux, on a connu des sujets d'emplois familiaux pendant la campagne électorale. Il y a une petite différence entre les emplois familiaux chez François Fillon, qui étaient reconnus comme des emplois fictifs de la part de Pénélope, sur des montants qui n'avaient rien à voir, puisqu'on est passé, on tournait autour de 3 000 €. Là, c'est le fils d'un député qui a été engagé pendant 5 mois sur la base d'un SMIC pour un travail réel qui est reconnu par tout le monde. Donc, et la première des choses qu'a dit Richard Ferrand, il a dit « si c'est à refaire aujourd'hui, je ne le ferai pas ». Pourquoi? Parce que justement, dans ce sujet de moralisation de la vie politique, il est prévu dans le texte de loi de l'interdire. Mais il n'y a pas délit et c'est quand même un sujet... C'est pour ça que je ne rentre pas sur l'aspect légal, mais j'insiste sur le principe, Claude Pasternak. Les Français ont vraiment été échaudés par cette campagne. Est-ce que vous pensez que ce que vous dites, oui, si on compare les sommes, oui, c'est un emploi familial. Ça a été le cœur de la campagne. Le sujet, c'est que aujourd'hui, les responsables politiques, en tous les cas, le renouvellement que souhaite Emmanuel Macron, remettent en cause ces emplois familiaux. Simplement, il y a eu une période avant, et dans la période avant, on peut considérer que c'est quasiment entre 70 et 80% des parlementaires français qui ont été sujets à cela. Là, on est dans une chose qui est quand même extrêmement limitée. Vous êtes au niveau du SMIC sur 5 mois. Ça, c'est le premier point. Puis après, là, il y a le deuxième élément qui est l'élément de la mutuelle de Bretagne. Sur la mutuelle de Bretagne, on est dans une sphère privée. Alors, les Républicains demandent la saisie... Du pôle financier, simplement le pôle financier a déjà dit qu'il n'était pas compétent. Le seul qui pourrait être compétent, c'est un tribunal de commerce en Bretagne. Mais comme il n'y a pas de demande, puisqu'en vérité, le choix qui a été fait de choisir ce local a été fait non pas par Ferrand. Oui, mais parce que c'est... Je me permets de mettre les pieds dans le plat, ceux qui nous regardent se posent des questions. Ils se demandent, Alexandre Malafaille, au-delà des sommes, au-delà de la légalité, je reste dans la morale, s'il n'y a pas de poids, de mesure. Quand a éclaté l'affaire Fillon, et elle n'a rien à voir, ce sont d'autres proportions et notre ampleur. Le parquet national financier s'est tout de suite saisi. Là, ça éclate encore, enfin, le canard enchaîné en parle, le parquet national financier dit qu'il n'a pas la compétence nécessaire pour s'en saisir. Certains citoyens peuvent se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une différence de traitement? Tout simplement. Alors, question naïve. Hein. De toute façon, il faudra faire la lumière sur cette affaire. Il n'y échappera pas, il faut la faire. Et sa communication aujourd'hui n'a pas été excellente. On l'a vu encore tout à l'heure en disant c'est un cadeau de bienvenue. C'est pas très astucieux comme manière de fonctionner parce que ça a quand même détruit une bonne partie de la campagne électorale. Ça a tiré le débat vers le bas. Ça risque d'avoir des conséquences à moyen long terme sur la façon de faire de la politique et pas forcément de manière très positive. Et ça jette encore un peu plus la suspicion. On avait une belle séquence et là on a bon. Alors sur l'affaire de la mutuelle de Bretagne, elle est embarrassante quand même sur un point. Sur lequel, là aussi, c'est pour ça que la lumière sera très importante à être apportée, c'est que si M. Ferrand n'avait pas été directeur général de cette mutuelle, est-ce que sa femme aurait pu finalement signer ce bail et signer ce bail de manière très opportune, c'est-à-dire qu'elle a finalement fait cette acquisition par rapport au contrat de location qu'elle allait avoir avec la mutuelle. Donc là, il y a une position de favoritisme qui est évidente et qui, évidemment, a de quoi choquer les Français. C'est une question d'éthique. La question de la gouvernance, aujourd'hui, il ne faut pas simplement la regarder en disant ma gouvernance est éthique. C'est quoi mon éthique de gouvernance? C'est quelle
quelles valeurs je pratique et quelles valeurs je mets en œuvre lorsque je suis en situation de décider. Et là, pour le coup, c'est avec l'argent d'une mutuelle. Donc certes, c'est pas de l'argent public, mais c'est quand même l'argent mutualiste de gens qui payent pour se soigner ou pour avoir des soins qui leur sont pris en charge. Et derrière, on a finalement un petit arrangement entre amis qui s'opère. Alors, c'est validé sans doute par le conseil d'administration, mais ce qu'il faut voir souvent dans ce type de structure, c'est de savoir si finalement c'est un cas particulier ou si finalement c'est des pratiques régulières, pas forcément de cette mutuelle, mais il peut y avoir plein de petits arrangements où finalement le conseil d'administration favorise tel type de location, tel type d'avantage. On rentre dans quelque chose qui est délictueux d'une certaine façon et qui méritera en tout cas de la part de M. Ferrand une parfaite transparence parce que c'est quand même très gênant à ce stade et les Français évidemment pour eux c'est la coupe est pleine quoi. Donc pour revenir sur la transparence, il s'agit d'un local qui devait être loué à Brest par justement les mutuelles de Bretagne. C'est le conseil d'administration dans lequel M. Ferrand n'est pas, c'est-à-dire ce sont les administrateurs qui ont... Il n'est que directeur général, on est d'accord. Qui ont décidé de le faire. Et comme M. Ferrand a quitté son poste de directeur général, je vous rappelle qu'en 2014, ils ont renoué ce partenariat comme quoi il était bon. Moi, je vais citer simplement une personne que je ne connais pas, qui s'appelle Thibaut du Manoir de Jais, qui a interrogé... Je ne connais pas non plus. Qui est-ce ? Qui est interrogé, c'est un avocat spécialiste qui a été interrogé par France Info. Pour en revenir à l'affaire Ferrand, sur le principe, la convention est juridiquement valable. Elle a été soumise à autorisation du conseil d'administration. Je ne pense pas du tout qu'on soit sur la base d'une annulation de convention, d'un abus de bien social ou de choses de ce genre. Mais encore une fois... Si c'était le mieux disant, que c'était donc dans l'intérêt des mutuelles de Bretagne... Oui, mais il y a une réalité... Mais je ne veux pas qu'on mène le débat sur le plan légal, parce que je crois que nous n'avons pas vraiment tous les éléments du dossier et quand même on fait confiance à cet avocat. Mais je vous repose la question politique. Que font les opposants ce soir? La droite veut saisir la justice. Le PNF lui a répondu. Du côté des socialistes, on demande des explications. Du côté de Marine Le Pen, bon, c'est sans surprise, mais on va l'écouter. Quand on veut que la première loi soit une loi de moralisation, dans moralisation, il y a morale. Monsieur Ferrand devrait en tirer lui-même les conséquences. Mais c'est-à-dire quoi vous voulez... Je ne sais pas, il fait ce qu'il veut. Enfin, écoutez, je pense que la moindre des choses, s'il en tire les conséquences, c'est de poser sa démission, non, Non, là, il y a deux émetteurs, on fait référence à deux émetteurs. Un, Marine Le Pen, je rappelle, Marine Le Pen ne s'est pas présentée devant les juges alors qu'il y a des emplois fictifs au Parlement européen. Mais elle avait le droit de le faire. Elle avait le droit de le faire. Non, mais tout à fait. Mais en tous les cas, elle est aujourd'hui dans un processus judiciaire où elle a... Mais il y a la présomption d'innocence aussi qui fonctionne. On est tout à fait d'accord, simplement... Elle est, en tant qu'émetteur, elle est peut-être mal placée. Et de la même façon, M. Cambadélis qui s'exprime, je vous rappelle que M. Cambadélis a été condamné pour des emplois fictifs, réellement fictifs, au moment de la PNEF. Bon, donc ce sont des émetteurs qui sont... Alors ça ne justifie pas le reste. Simplement, il faut remettre les émetteurs qui parlent. Après, la réalité, Emmanuel Macron était extrêmement clair. Il veut changer la politique en France, il veut en finir avec la vieille politique. S'il y avait le moindre soupçon, et ça c'est une conviction intime de ma part, sur quelque chose d'anormal auprès de Richard Ferrand, je pense qu'Emmanuel Macron, avec toute l'amitié qu'il peut avoir pour Richard Ferrand, prendrait la décision qui s'impose. Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, a déjà parlé de l'ère du soupçon dans cette affaire, qui s'est déjà, vous en parlez, on est déjà dans l'étape d'après, Alexandre Malafaye. Pourquoi on va vite également dans nos questions? Parce qu'on a presque l'expérience, peut-être pas de toutes ces affaires, mais d'un dossier qui part ainsi avec une défense comme on l'a écouté ce matin, et ça s'enchaîne, ça se précipite parce qu'on est en période électorale, c'est les législatives. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir intérêt aussi pour Emmanuel Macron de circonscrire aussi, si jamais l'affaire s'étend, ou ça peut ne pas être le cas? Là-dessus, on est absolument d'accord, parce que pour les Français, ça devient inaudible. C'est-à-dire qu'on pensait avoir touché le fond avec l'affaire Fillon et on se rend compte qu'on vient de redescendre encore d'un cran et que tous ceux qui étaient finalement les arroseurs de la morale en nous expliquant que voilà ce qu'il fallait plus faire se retrouvent finalement eux-mêmes avec des pratiques qui peuvent être considérées comme douteuses ou en tout cas comme avantageuses ou comme en tout cas favorables compte tenu des positions qu'ils ont occupées. Après, est-ce que c'est bien, c'est mal sur le plan du droit? On est d'accord, ce sera à la justice éventuellement, mais elle le dira sans doute pas si elle se saisit pas. Mais du point de vue des Français, c'est très difficile et c'est vrai que ça va entacher. Pour ça que c'est malgré tout une nouvelle qui est compliquée à piloter. Moi, je serais M. Ferrand ce soir, je m'interrogerais de savoir si c'est pas opportun, pendant quelques jours, de se mettre en marge, de régler cette affaire, d'apporter toute la clarification. Après, d'un autre côté, pour Emmanuel Macron, si c'était fait, ça entache la séquence. Parce que cette séquence, jusqu'à présent, elle est très réussie depuis son installation, son élection le 7 mai au soir. Donc si tout d'un coup, on accrédite le fait qu'un de ses plus proches collaborateurs, peut-être parce qu'il se met de côté, parce qu'on ne le défend pas suffisamment, ça accrédite sa fragilité et ça peut rejaillir finalement sur
la dynamique qui vise à fabriquer une majorité la plus absolue possible le 18 juin soir. Sur ce sujet, regardez la une demain du Courrier Picard. Ferrand, la morale qui flanche. La révélation d'une affaire immobilière autour du ministre Richard Ferrand tombe mal alors que le gouvernement prépare son projet de loi sur la moralisation de la vie public. Nous verrons quelles en seront les suites de ce feuilleton, mais je vous le disais, il intervient en pleine bataille des législatives. C'est quand même une drôle de campagne, et on va en parler, messieurs, avec certains candidats qui cachent leur étiquette PS, d'autres qui mettent une étiquette majorité présidentielle. On va s'arrêter sur le casse-tête de la droite qui s'oppose, elle est dans son rôle d'opposant, mais dont le programme rejoint sur certains points celui d'Emmanuel Macron. François Baroin joue un numéro d'équilibriste délicat. Difficile de trouver des angles d'attaque dans cette campagne législative un peu particulière pour les Républicains. Pour cette nouvelle campagne, le programme de l'ex-candidat Fillon a été amendé, modifié, remanié de manière à moins effrayer. Oubliez la hausse de la TVA, pas de privatisation de la sécurité sociale et le nombre de fonctionnaires ne sera pas autant raboté. Un programme concocté avec les partenaires de l'UDI, un programme plus centriste. Dès lors, difficile d'attaquer frontalement celui d'Emmanuel Macron, qui donne des gages à l'électorat de droite dès le début de son mandat. Nomination d'un Premier ministre de droite avec pour mission de réformer le Code du travail. Débauchage d'un des candidats à la primaire comme ministre de l'économie et absence de candidat à la République en marche face à des sortants LR jugés compatibles. Principal angle d'attaque de François Baroin, la hausse de la CSG voulue par Emmanuel Macron. La droite met en garde contre un nouveau choc fiscal, plus fort encore que sous François Hollande. Dans ces conditions, la campagne de François Baroin semble déjà celle d'un leader de l'opposition, même si officiellement, le but reste une cohabitation avec le nouveau président. Et après une campagne présidentielle inédite, c'est une drôle de campagne des législatives. Messieurs, quelle est votre réaction quand on voit Alexandre Malafaye, certains candidats, je pense à Marisol Touraine ou encore Myriam El Khomri, qui gomment vraiment le logo PS, ou d'autres à droite qui mettent majorité présidentielle parce qu'ils estiment que sur certains points, ils s'entendent avec Emmanuel Macron. Comment est-ce que les électeurs, les citoyens vont s'y retrouver? Alors, je pense qu'on aura la réponse le 18 juin au soir. Ouais. Là, franchement, je suis un peu comme vous, je suis assez perturbé par cette séquence, là aussi. Je trouve que, quand même, le manque de cohérence d'un certain nombre d'élus dans leur ligne politique depuis maintenant quelques mois à quelque chose qui est très perturbant pour les électeurs. Ça me paraît difficile à suivre. Et quand on voit Marisol Touraine, je crois, là aussi, qui a effacé toutes ses références au Parti Socialiste et qui pourtant a quand même signé sur son document à la préfecture en disant « je suis au nom du PS ». C'est pas clair. Alors ce qu'on voit bien, c'est que le système politique a du mal à se transformer complètement, qu'il y a un certain nombre de personnes qui cherchent à continuer à exister et qui vont tout faire pour être dans la dynamique d'Emmanuel Macron et d'En Marche à l'Assemblée. Et en même temps, Emmanuel Macron ne ferme pas cette porte-là parce qu'il a besoin d'avoir une majorité qui sera quand même composite. Elle ne sera pas absolument LREM à 100%. De toute façon, il y aura des gens du Modem qui seront avec lui, donc qui feront peut-être toute la majorité, mais ce n'est pas certain. On voit bien que de toute façon, il y a 55 circonscriptions qui n'ont pas été pourvues en candidats d'En Marche. Donc il y a une volonté d'essayer de rassembler le plus possible pour avoir la capacité à faire passer les quelques lois qui iront derrière. Vous êtes dans une logique de recomposition. Ce qui est préalable à la recomposition, c'est la décomposition. Donc on est dans une phase de décomposition extrêmement avancée au niveau du Parti Socialiste. Il faut quand même rappeler que le Parti Socialiste a fait 6% à la présidentielle, que le Parti Socialiste n'a pas été au deuxième tour et que le Parti Socialiste, et vous avez raison de le rappeler, est parti dans tous les sens après la primaire. C'est-à-dire que des gens qui étaient là à la primaire, qui s'étaient engagés à soutenir le candidat retenu, sont partis... Un écologiste est parti chez M. Macron, M. Valls est parti ailleurs. Donc on sent que le Parti Socialiste, on sent que le Parti Socialiste va très mal. Et dans les projections aujourd'hui de sièges, on annonce autour de 20 sièges. À peine un groupe parlementaire. Oui. Donc ça veut dire que demain, le Parti Socialiste va avoir des problèmes financiers monstrueux. Il ne va pas pouvoir garder la rue de Solferino, il ne va pas pouvoir garder le personnel qui existe. Donc il y a un vrai sujet au niveau du PS. Après, sur la droite, la droite se porte un petit peu mieux que le PS. C'est le début de la décomposition, mais elle existe quand même. Et disons qu'il y a deux lames. La première lame, ça a été on fait rentrer Bruno Le Maire au gouvernement. Et puis la deuxième lame, c'est on attend les résultats des législatives. Et il y a déjà, on le sait, des Républicains qui sont prêts à rejoindre la nouvelle majorité présidentielle. Donc on est dans une recomposition
totale, globale du paysage politique. Dont on connaîtra vraiment l'affinité après les législatives. Allez-y. Oui, sachant qu'en fait tout ça va avoir une importance extrêmement stratégique pour les 5 ans qui viennent. Parce que comme globalement on est en train de tuer toutes les formes naturelles classiques d'alternatives, si les 5 ans qui viennent ne sont pas réussis, la prochaine alternative, on l'a tous dit, on la pronostique, sera sans doute par une des deux cases extrêmes que sont ou l'extrême droite ou l'extrême gauche. C'est ça le risque qu'il y a derrière. Deux questions. Est-ce que selon vous, la droite n'a pas trouvé malgré tout un angle d'attaque dans cette campagne des législatives? Est-ce que ça sera audible, on le verra, sur la CSG, l'augmentation de la CSG du côté d'Emmanuel Macron qui pourrait, dit-on, pénaliser certains retraités modestes, alors que la droite, qui a changé son programme, vraiment insiste sur la baisse des impôts? Est-ce que cette différence-là peut être entendue, perçue? Elle aurait vocation à être entendue, perçue, parce que très concrètement, elle a une traduction sonnante et trébuchante pour beaucoup de Français qui vont la sentir passer. Donc c'est un moyen pour le coup de se distinguer. Autant la droite a quand même tué une bonne partie du projet de François Fillon, alors qu'on avait soutenu François Fillon en disant c'est le projet qu'il faut porter autour de François Fillon. Mais sur ce point-là, il y a un vrai point de divergence et c'est intéressant de voir Monsieur le maire dans la posture de devoir mettre en œuvre cette disposition qui est vraiment... Lui, candidat de la primaire, on dit une vingtaine de milliards d'euros. C'est quand même relativement significatif. Oui, en tous les cas, il y a une volonté de transformer cette CSG, ce qui a été à un moment donné la TVA sociale pour la droite. Mais la grosse différence, c'est que la TVA sociale, ça avait été la droite elle-même qui s'était mis les pieds dans le plat. Là, c'est une attaque de la droite par rapport à En Marche. On va regarder, messieurs, l'un des premiers sondages, justement, sur cette bataille des législatives qui est fait par l'Institut ELAB. Voici les projections à un premier tour, à intention de vote. Bon, c'est assez clair. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux pour vous demander si la séquence, l'affaire Ferrand peut avoir un impact. Est-ce qu'elle peut brouiller quand même l'esprit des citoyens, des électeurs qui vont voter? Oui, vraisemblablement. En fait, tout va dépendre de l'enchaînement. C'est-à-dire que si c'est un feu de paille, tout va très bien se passer. Alors la séquence communication, là encore, est quand même à l'avantage de M. Macron. Il tient, si je puis dire, quand même, il tient la baguette. Demain, il y a une rencontre avec M. Poutine, avec M. Trump. La semaine prochaine, c'est M. Poutine. Enfin, il y a quand même une machine de communication autour de l'action d'Emmanuel Macron qui va quand même occuper le devant de la scène. Donc on va peut-être finalement reléguer en deuxième plan les affaires. Mais si le canard enchaîné sort une nouvelle affaire la semaine prochaine, tout dépend de ce qu'il y a dans le fond du dossier. Ce qui est clair, vous avez tout à fait raison. Ce qui est clair, c'est pas bon. C'est pas bon pour le mouvement En Marche. Mais vous avez aussi raison de rappeler que Emmanuel Macron aujourd'hui réhabilite véritablement la Ve République. C'est-à-dire que on l'a tapé, on a tapé dessus. Il a bien dit le président. Comme tous les responsables politiques. Oui, mais lui, il est revenu. Non, mais il n'a pas fait une alternative en disant on va changer la Constitution. Non, il la trouve très bien. Elle est gaullienne et il est dans un esprit gaulien. De Gaulle, ça a été de dire il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il n'y a qu'une France. Mais Emmanuel Macron est dans cette même logique-là. Et la géométrie qu'il est en train de mettre en place est une géométrie radicalement différente qui va se nourrir, et vous avez tout à fait raison, de la séquence Trump, la séquence Poutine, où justement il va redonner une résonance présidentielle à sa fonction. En attendant, une séquence Ferrand a quand même à résoudre. Oui, à résoudre. Oui, mais sachant qu'on peut absolument pas se réjouir de ce qui se passe, parce que certes, ça fait trébucher quelqu'un qui est peut-être fauté, on verra ou pas, mais là encore, pour le climat politique qui était en train d'être un peu renouvelé, ça nous ramène quelques mois en arrière, c'est pas satisfaisant du tout, donc il faut essayer d'en passer le plus vite à autre chose. Nous verrons ce qu'il en sera, on aura l'occasion d'en parler si le feuilleton se poursuit. Merci messieurs pour ce débat, cette analyse, la suite de votre émission. Dans quelques instants, le grand entretien avec le pédiatre Aldo Naouri, mais d'abord le tour d'horizon de l'actualité du jour. Drapeaux en berne au Palais d'Élysée, tout comme sur de nombreux bâtiments officiels en France aujourd'hui, en solidarité avec les victimes de l'attentat de Manchester. Du côté de l'enquête, les investigations se poursuivent dans l'entourage de Salman Abedi, le kamikaze qui a tué 22 personnes au Manchester Arena lundi soir. L'homme était connu des services de sécurité britanniques et la police a arrêté 3 personnes en lien avec le terroriste. En France, l'état d'urgence qui a été prorogé notamment pour préserver notre démocratie en assurant le bon déroulement des élections présidentielles et législatives est en vigueur jusqu'au 15 juillet. Le président de la République nous a demandé ce matin de préparer une prorogation de cet état d'urgence. Cette prorogation sera limitée au temps nécessaire à l'examen d'un projet de loi qui inscrira dans le droit commun les dernières mesures de renforcement de l'arsenal existant, notamment pour assurer de manière durable, par des mesures administratives appropriées,
la sécurisation des grands événements culturels, récréatifs ou sportifs. Chômage. Les derniers chiffres mensuels du chômage du quinquennat Hollande marquent une baisse du nombre de demandeurs d'emploi. 36 000 inscrits en moins à Pôle emploi en avril, mais un chiffre qui n'efface pas la hausse du mois de mars. Et sur 5 ans de présidence de François Hollande, le nombre de chômeurs de catégorie A a augmenté de 500 000 personnes. La nouvelle ministre du Travail n'a pas souhaité commenter ces chiffres. Économie. Après Emmanuel Macron hier, c'est au tour du Premier ministre Édouard Philippe de recevoir les organisations syndicales et patronales en vue de réformer le Code du travail. Pour Pierre Gattaz, le président du MEDEF, la question du plafonnement des indemnités prud'homales reste une ligne à ne pas franchir. C'est la roulette russe, les prud'hommes. Donc en effet, il faut arriver à stabiliser, à donner une visibilité. Et en parallèle de ça, je pense qu'en effet, tout le travail sur la formation, l'accompagnement en permanence, la formation tout le long de la vie est très important. Entreprise. L'activité va reprendre sur le site de GMS, l'équipementier automobile en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Poitiers a accordé un délai supplémentaire en vue de la reprise de l'entreprise. Les salariés ont décidé de déminer temporairement le site de leur usine qu'ils avaient piégé avec des bonbonnes de gaz. Plusieurs repreneurs se sont manifestés pour reprendre cette entreprise qui emploie près de 300 personnes à la souterraine dans la Creuse. Jean-Luc Mélenchon. C'est Jean-Luc Mélenchon lui-même qui a annoncé sa convocation chez un juge pour un procès en diffamation. Le plaignant, la Société Générale. Le leader de la France insoumise avait qualifié les dirigeants de la banque de menteurs dans l'affaire des Panama Papers il y a un an. Aujourd'hui, cette convocation lui offre une nouvelle tribune politique dans sa dénonciation de la finance, juste avant les élections législatives. Mon invité ce soir a exercé la pédiatrie pendant plus de 40 ans. Il est l'auteur de nombreux livres qui ont eu un retentissement majeur, international, dans les écoles et sur le plan de l'éducation. Son dernier ouvrage est intitulé « Entendre l'enfant » aux éditions Édile-Odile. Jacob, bonsoir et bienvenue à Aldo Naouri. Bonsoir madame. C'est un plaisir Merci. de vous recevoir. Merci. On va plonger dans quelques instants dans votre livre, mais d'abord, une question d'actualité. Au lendemain de l'attentat de Manchester, on découvre toute l'horreur de cet acte, avec notamment des images de victimes adolescentes et même enfants. Des enfants, pour certains, qui ne verront pas le lendemain, à l'école, leurs camarades revenir. Comment parler de terrorisme à cet âge-là? Comment? En dénonçant, en disant que y a des hommes qui sont fous et qui font des choses terribles, et que c'est une minorité, mais que malheureusement, ils font beaucoup de bêtises et qu'il faut faire ce qu'il faut pour faire en sorte qu'ils ne les fassent plus, et que de ce côté-là, on prend toutes sortes de dispositions pour bloquer leurs agissements. Je veux dire que parler à un enfant, on peut lui transmettre tous les messages à condition qu'on soit à l'aise soi-même avec ce qu'on a à dire. Et c'est extrêmement important. C'est-à-dire que lorsque l'enfant perçoit à la fois qu'il y a du côté du parent une sorte d'accablement, mais en même temps une volonté farouche de ne pas céder à tout cela, il prend le train de la même manière, avec exactement les mêmes sentiments et les mêmes ressentis. Nous vivons dans des sociétés où l'information se consomme de manière continue, où les images de ces attentats tournent. Surtout les images, oui. Surtout les images, parce que justement les images impressionnent infiniment. Il peut être traumatique, cette répétition. Oui, et puis il faut qu'elles soient classées. Donc il faut les commenter, il faut mettre des mots dessus. Pour les enfants qui sont blessés aussi, pour les victimes, la convalescence évidemment est très dure, le travail de reconstruction est très long. Est-ce que c'est un mais en moment... général, ils sont accompagnés, et on fait ce qu'il faut avec. Si vous voulez, moi je dirais volontiers, je tiendrais probablement un message qui n'est pas un message habituel. Les enfants, c'est très solide. Ça a des ressources extraordinaires. C'est tout neuf, ça marche formidablement bien. Il suffit simplement de temps en temps, précisément, de leur parler soi-même sans peur. Sans peur pour eux. Parce que la peur que l'on a pour l'enfant va créer la peur chez l'enfant.
lequel va renvoyer cette peur aux parents, qui va lui renvoyer, et on rentre dans un cercle vicieux. Tandis que lorsqu'on parle, on dit les choses calmement, on n'a pas besoin d'être spécialiste, on dit ce qu'on ressent calmement, mais les enfants vont tout à fait prendre les choses. Une parole de sagesse, ce oui, conseil. si vous voulez. Aldo Naouri, on va parler en détail de votre livre dans lequel vous nous proposez de parler de l'enfance. Dites-nous, on a toujours à apprendre de l'enfant, vous l'avez dit, il est neuf, c'est une relation. Mais vous, depuis plus de 40 ans, vous vous intéressez à ce sujet, d'ailleurs à différents domaines annexes à ce sujet. Il vous surprend toujours, l'enfant, l'enfance? C'est une mine extraordinaire, extraordinaire. Et c'est une source d'énergie extraordinaire. Je veux dire, quand j'exerçais la pédiatrie, je travaillais infiniment, énormément. Quand j'allais à mon cabinet le matin, j'étais mort de fatigue. Pour faire les 150 mètres qui séparent mon domicile de mon cabinet, je me traînais. Une heure après, j'étais dans une forme éblouissante. Dès que je posais la main sur un enfant, les choses venaient comme ça. Source de jouvence. Je vais préciser tout de suite le titre de votre livre pour pas qu'il y ait de confusion dans l'esprit de nos téléspectateurs. Entendre l'enfant, c'est au sens d'entendement. C'est pas le comprendre, vous savez, comme tous les livres, toutes les écoles. Absolument pas du tout. Et je prends des précautions pour expliquer que ce titre, auquel j'ai tenu, et qui pourtant prête à confusion. Et ça n'est pas du tout un problème d'écouter l'enfant. C'est pas un problème de lui prêter l'oreille. C'est pas un problème de... Non, entendre l'enfant, c'est entendre cet enfant qui s'exprime en chacun et l'entendre dire ce qu'il a à dire à chacun. C'est-à-dire l'entendre de toutes les manières dont il s'exprime. Nous avons tous en nous un enfant. Cet enfant que nous avons été, il ne nous a jamais lâchés. Nous en souvenons tout le temps et nous avons fait commerce avec lui. Et c'est précisément, en général, un individu qui, étant présent, nous embête beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il est là à protester, il est là à regimber. Quand nous avons une épreuve quelconque, on a le sentiment comme ça qu'il ne nous fait pas de cadeau et qu'il veut impérativement que nous fassions les choses au mieux. Ça veut dire quoi ? Quand on regarde comme ça, on a le sentiment que, du coup, on n'est pas un adulte suffisamment pondéré, tranquille. Non, parce qu'il est là à nous embêter. Il nous embête parce qu'il nous rappelle qu'il est sorti d'une perfection et que l'idéal de perfection reste toujours là pour lui. Mais le fait qu'il soit là nous ennuie encore une fois parce qu'on se dit mais s'il y a un enfant en moi, j'ai pas acquis le statut d'adulte. Il vous ennuie toujours ? Il est merveilleux. Moi, je passe mes journées avec lui. Parce que vous en parlez dans ce livre. L'enfant que vous avez été, l'enfant... Et qui continue d'être là, et avec lequel j'entame toujours un dialogue. Et je dis simplement que, au lieu de penser que c'est une gêne, au contraire, il faut le prendre comme la preuve du fait que nous avons eu un parcours parfait. Mais il vous a beaucoup aidé, l'enfant qui est en vous. Énormément. Et c'est précisément pour pouvoir amener chacun et chaque lecteur, en quelque sorte, à se réconcilier avec l'enfant en lui et à aller puiser les forces qu'il lui a données, qu'il lui a transmis tout le temps, que je me suis dit que le meilleur moyen, c'était de parler au lecteur en lui racontant l'enfant en moi et ce qu'il a fait en moi. Avec une prouesse d'écriture, Aldo Naouri, parce que c'est un dialogue avec l'enfant qui est... en vous, en moi, oui. Oui. Donc sans mots, parfois on se demande... Qui est qui ? Qui est qui ? Voilà. C'est voulu alors. Mais c'est voulu, tout à fait, tout est calculé, de façon à ce que le lecteur, lisant mon histoire avec l'enfant que j'ai en moi, puisse par association automatique penser à l'enfant qu'il a en lui. Processus d'identification. Tout à fait, d'identification, et il va se sentir lui-même, sentir revenir cet enfant-là et faire la paix avec lui, et surtout le savoir comme un individu qui l'aide à chaque instant de sa vie. C'est pour ça qu'il faut l'entendre, parce qu'il nous rappelle notre parcours jusqu'à la vie Exactement. adulte. Et lui, cet enfant en nous dit que nous avons réussi notre vie, que nous sommes devenus des adultes qui créent du lien, des adultes qui font attention aux autres, des adultes qui sont créatifs, des adultes qui sont capables d'avancer dans l'existence, parce que précisément, à un moment, nous avons dû, du fait même de son existence, et il nous la rappelle, nous avons dû nous habituer à accepter les frustrations, à accepter les épreuves, à surmonter les obstacles. Et tout cela, si vous voulez, ne fait que allonger encore plus le mérite que nous avons eu à avancer dans l'existence. Parce que, face à nous, hélas, nous nous trouvons également avec des enfants qui, eux, n'ont jamais quitté l'enfance. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des adultes. Oui, physiquement socialement. Mais ce sont des enfants, ce que j'appelle les enfants mal élevés. Ces enfants mal élevés sont des individus qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Et je suis
personnellement terrifié, même à mon âge, que l'on ait pu éventuellement vivre dans une évolution de société qui a fini par mettre en place ce que chacun reconnaît, ne nie pas, qui est l'individualisme. C'est-à-dire, si je pense à moi, où sont les autres? Vous voyez? Or, précisément, cet individualisme fait si vous voulez, va permettre que se développent des idéologies. Ça veut dire, Aldo Naouri, pour certaines personnes, les pervers narcissiques, par exemple... Voilà, exactement, je cite le nom. Oui. Voilà, ce sont des enfants, finalement, qui n'ont pas grandi. Ce sont des individus qui n'ont jamais grandi dans leur tête, ils sont restés des enfants, mais qui n'ont jamais grandi autrement. Alors que nous, précisément, les êtres sociaux, nous savons que nous avons été un enfant, mais nous avons grandi. Et c'est parce que nous avons grandi que nous sommes capables de produire du lien. Vous avez une approche vraiment originale. Vous vous intéressez davantage aux parents de l'enfant qu'à l'enfant lui-même. C'est-à-dire concrètement, quand des parents ou une maman va vous amener son enfant chez vous, dans votre cabinet, vous allez lui dire peut-être... ramener l'enfant à la maison et rester. Ah non, je fais mieux. Je lui dis, Pierrot, tu as bien fait de m'amener tes parents, je vais m'en occuper. Alors, c'est en écoutant la maman que vous allez résoudre les éventuels problèmes de l'enfant? Exactement. C'est-à-dire que je ne m'occupe pas de l'enfant, d'accord? Et je vais m'occuper des parents, le plus souvent de la mère, parce que la relation de la mère à l'enfant est une relation beaucoup plus fiable que la relation du père à l'enfant. Et je vais essayer de comprendre pourquoi elle a été conduite à faire ce qu'elle a fait avec son enfant. C'est-à-dire que je vais lui demander à elle, je vais lui proposer de parler de l'enfant qu'elle a été. Et c'est en se débarrassant des problèmes que lui a posés, des interrogations que lui a posées l'enfant en elle, qu'elle va, si vous voulez, faire l'économie à son enfant d'avoir à les prendre en charge et à les reproduire pour qu'elle les regarde. Et donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui s'est mis en place dans ma pratique de façon très progressive. Pourquoi ça n'a pas fait école, Aldo Naouri? C'est une pratique qui est innovante. Pourquoi on ne la retrouve pas un peu partout? Alors, c'est une très bonne question. Pour une raison simple, si vous voulez, c'est que on est dans un état d'esprit de perfection. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire les choses de la façon la plus rigoureuse qui soit. D'accord? Donc on a un fil à plomb, on construit un immeuble. Et on construit un immeuble, la construction d'un immeuble nécessite le fil à plomb. Mais il est parfaitement possible qu'il y ait eu à un moment quelque chose qui a fait qu'une fenêtre n'est pas exactement cadrée comme il faut. Est-ce qu'on va tout casser pour refaire l'immeuble, ou est-ce qu'on va se débrouiller à essayer de faire en sorte que ça passe, si vous voulez? Et de ce côté-là, moi, je dis, boiter n'est pas péché, si vous voulez. Et donc, on peut très très bien vivre avec un tout petit problème au lieu d'avoir à aller chercher très 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 loin. Quand on va aller chercher très très loin, c'est bien, ça donne des résultats. Mais quel temps ça met? Votre curiosité, et on le voit ce soir, elle est toujours intacte pour ce domaine. La même. On le voit. Voilà. Votre passion même de la pédiatrie. Mais vous l'avez complétée, et là, la démarche est vraiment intéressante, avec d'autres formations de plusieurs disciplines, différentes sciences. Qu'est-ce que ça vous a apporté, l'anthropologie, peut-être même d'autres domaines? Absolument, de la linguistique, de la philosophie, des choses, de la psychanalyse, et tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que cela apporte à la pédiatrie? Énormément. Énormément. Concrètement? Concrètement, ça rapporte une chose, c'est que d'abord, ça permet de voir, quand on réunit cet ensemble de faits, que l'éducation, qui est quand même la deuxième partie de mon ouvrage, et qui est une chose extrêmement importante, l'éducation est quelque chose qui a été inventé à peu près il y a 15 000 ans, et qui s'est perfectionné au fur et à mesure de façon empirique. C'est-à-dire, on a fait essai-erreur, on est arrivé. Mais en gros, on a trouvé une façon de faire qui a duré jusqu'à il y a 70 ans, à peu près. Et il y a 70 ans, on a décidé que c'était fini. Que tout ça, il fallait jeter tout ça. C'est-à-dire auparavant, il était naturel qu'un enfant eût 2 parents, et que ces 2 parents eussent chacun la même importance, tandis que aujourd'hui, on a 2 parents qui sont logés à la même enseigne, au point de vue légal, les mêmes droits, etc., etc. Et aujourd'hui, nous avons fabriqué le couple parental le plus inégalitaire qui ait jamais existé. Pour une raison simple, et là encore une fois, scientifiquement c'est démontrable, c'est-à-dire qu'on a une mère qui, ayant porté son enfant, fabrique chez cet enfant un support physique qui est dans son cerveau, qui est le support de communication qui permet une véritable syntonisation de la communication entre elle et son enfant. Un enfant, c'est comme une éponge, ça devine sa mère avant même qu'elle m'ait elle-même compris ce qui lui arrivait. Et il entend sa mère, et je disais à mes patientes, quand vous chuchotez au bout d'un tunnel d'1 kilomètre, il vous entend 5 sur 5.
Le père est un parfait étranger. Et le fait même qu'éventuellement il soit situé strictement sur le même niveau que la mère montre bien qu'on a quelqu'un qui a en quelque sorte naturellement du pouvoir et quelqu'un qui n'en a aucun. Strictement aucun. Donc on est là dans un couple totalement inégalitaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand on apprend tout cela et qu'on regarde les choses et les faits historiques, on s'aperçoit qu'on est passé à côté d'une solution fantastiquement intelligente. Laquelle ? Figurez-vous que en 1960, on a voulu revoir le code de la famille et on a bien fait de le faire. Et on a décidé à ce moment-là de réformer le code de la famille, le code légal de la famille. Et on a dit qu'il fallait supprimer la notion de chef de famille. De Gaulle s'est opposé à cela. On a attendu qu'il soit mort, 69, on a repris le chantier. Et on a inventé une solution qui était vraiment géniale, qui consistait à dire qu'on donnait au père, on laissait au père la notion de chef de famille pour la résidence de la famille, seulement pour ça. C'est-à-dire, on a pris la chose la moins compliquée qui soit, parce que de toutes les façons, on ne voit pas un père dire « fais tes valises, on part demain à Tours ». C'est pas ça qui se passe, d'accord ? Il ne va pas y avoir une sorte d'autoritarisme, de retour à un patriarcat insupportable, etc. Non, c'est donner au père un tout petit instrument pour contrebalancer l'avantage de la grossesse. Eh bien, ça a été supprimé en 72 parce que... Et vous le regrettez ? Et je le regrette. Voilà. Et ça a été supprimé, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a encouragé des ouvriers algériens à retourner en Algérie moyennant une prime, et on s'est rendu compte qu'il y avait 5800 à 5900 enfants qui risquaient de repartir sans autre forme de procès. Et pour pouvoir mettre en place les processus cas par cas, on a supprimé ça et on a mis ce couple inégalitaire. En tous les cas, quel que soit le couple égalitaire, inégalitaire, le message le plus important, c'est ce que vous dites, entendre l'enfant. Entendre l'enfant et entendre l'enfant qui est en nous, et surtout permettre de comprendre que s'il a été en nous et s'il est resté en nous, c'est parce que justement nous avons été éduqués et qu'il est fondamental de porter l'accent sur l'éducation, qui est une éducation qui doit mettre en place la verticalité de la relation, c'est-à-dire les parents sont au-dessus de l'enfant. D'accord ? Et une autorité tranquille, parce que cette autorité tranquille, c'est la meilleure preuve d'amour que l'on puisse éventuellement donner. Aldo, qu'est-ce qu'il vous dit en ce moment, l'enfant là qui est en vous, pendant notre entretien ? Il me dit, espèce d'imbécile, pourquoi t'as pas fait ça plus tôt ? Vous le remerciez, je vous remercie bien sûr, aussi. Absolument, c'est un plaisir de vous recevoir. À lire vraiment, entendre l'enfant. Odile Jacob, c'est aussi toute votre expérience, plus de 40 ans dans la pédiatrie et d'autres domaines qui apportent un éclairage très très important. On arrive presque à la fin de cette émission et comme d'habitude à suivre, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. Ça aurait pu être aussi que François Hollande réagisse au livre, parce que c'est vrai qu'il ne l'a jamais fait. On a l'impression qu'il a pris la déferlante de manière, on va dire, complètement passive, qu'il l'a subi, ce livre. Moi, c'est vrai qu'à la suite du livre de Davé et l'homme, j'étais plutôt partisan de ne pas monter au front tout de suite, d'attendre de voir comment les choses se passaient, etc. La réalité, c'est que le cadrage médiatique était tellement négatif à ce moment-là, qu'en réalité, ça l'aurait placé, lui, en position de commentateur de telle ou telle petite phrase. Et ça, je ne suis pas sûr que c'était souhaitable. Et bon, après, c'est mon intuition, peut-être que je peux me tromper là aussi. En revanche, je pense que collectivement, nous, c'est-à-dire ces conseillers, ces ministres, les parlementaires de la majorité, peut-être d'autres, nous aurions peut-être dû monter davantage au front pour le défendre. À la mairie, on n'était pas forcément favorable à cette réforme, mais les équipes ont fait en sorte de l'appliquer du mieux possible. Mais le constat reste pour le maire négatif. Les activités étaient plébiscitées, on va dire. Ça, c'est un fait. Cela étant, le fait que les enfants soient fatigués, ça joue sur, on va dire, le bon déroulement et du temps scolaire et du temps périscolaire. Depuis 40 ans, on a l'impression d'une politique mécano. Voyez, on commence une fois par le collège, une autre fois on choisit plutôt le lycée, cette fois-ci on repart vers le primaire. Voilà. Et donc on ne voit pas la vision d'ensemble. Je pense qu'effectivement, tant qu'on ne se posera peut-être pas la question principale, à mon avis, au XXIe siècle, l'école, pourquoi faire ? À quoi ça sert l'école ? Quels fondamentaux on doit viser avec l'école à l'ère du numérique ? Où les enfants, les adolescents, évidemment, vont se nourrir à bien d'autres sources que l'école. Donc je crois que le défi, à mon avis, pourrait être peut-être dans une ligne très macronienne, puisqu'on fait de la politique autrement, il faudrait aussi faire l'école autrement. Personne ne comprendrait
qu'il y a un relâchement, ni la population. D'autres le comprendraient peut-être très bien. Ce sont aujourd'hui nos ennemis qui pourraient le prendre comme un signe de relâchement. Donc moi, je suis partisan du fait de maintenir l'état d'urgence aujourd'hui, non pas pour sécuriser les Français dans l'esprit, mais pour que les forces soient toujours bien mobilisées et que la mobilisation soit totale et constante. Emmanuel Macron annonce effectivement la création d'un état-major permanent qui sera d'ailleurs directement placé sous son autorité, composé d'une 50aine d'agents. Et par ailleurs, il annonce une nouvelle loi pour lutter contre la menace terroriste. On verra ce qu'il y a dans la loi, mais effectivement, il y a eu beaucoup de lois, alors qu'il y a beaucoup de réformes de structure à faire, et que pour l'instant, rien n'a été fait depuis 3 ans. Je ne sais pas s'il faut une nouvelle loi, mais je dis que s'il y a une nouvelle loi, pour que ça ne soit pas simplement une loi d'affichage, de volonté de bien faire, comme on fait trop souvent en France, s'il faut lui donner un contenu, l'élément qui me vient spontanément à l'esprit en termes de contenu utile, c'est d'améliorer notre principal point encore faible, améliorable, disons, même si des efforts ont été faits, c'est le risque de dispersion des services et donc la nécessité de coordonner. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Rendez-vous dans quelques instants pour les prochaines émissions sur Public Sénat. Belle fin de soirée à vous.